Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de gestion du Covid-19, laborieuse défense de Malachi Manaouda. C'est le titre proposé par la nouvelle expression ce jour. Le journal parle donc dans les justificatifs que le ministre de la Santé a voulu donner de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la pandémie depuis 5 mois. Le journal il a créé notamment davantage des zones d'ombre, parmi lesquelles donc, il y a la dotation de 267 millions de francs CFA qu'il dit avoir faite donc, aux autorités administratives. C'est le journal La Nouvelle Expression qui le dit également ce matin. Le journal qui parle aussi de Covid-19, l'optimisme de Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque métropolitain de Douala, engagé dans la lutte contre cette pandémie, se satisfait de ce que le virus est en train de perdre du terrain. Les explications sont à lire en page 2. Le journal est donc disponible avec notamment la méningite aussi qui fait problème dans notre pays. 26 pays touchés justement par cette maladie. La méningite et donc un méningocoque constitue bien entendu un problème majeur dans 26 pays de la sous-région. C'est à lire aussi dans le même journal. Disponible en kiosque ce matin, c'est la nouvelle expression. Un autre journal disponible, c'est le quotidien Le Jour de ce matin. Le quotidien Le Jour parle des primes des médecins fonctionnaires. Avec le ministre de la Santé publique, peut-il reculer? C'est une question que se pose le tabloïd de ce matin. Le journal parle donc de Malachi Manaouda, qui invite notamment le collectif des médecins indignés à une réunion ce mardi à Yaoundé. Le point des revendications des soignants également à lire dans le journal, dans le mini-dossier proposé par le quotidien Le Jour. Le journal parle également de Bamenda, où on enregistre les explosions de ce côté-là, les explosions qui reprennent donc selon bien sûr le tabloïd. Et puis Cameroun Tribune parle d'attaques terroristes à Mayo Moscota, avec notamment la compression ou la compassion du chef de l'État. Le gouverneur de la région est allé représenter le chef de l'État et présenter ses condoléances à toutes ses familles, à toutes ses victimes. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune de ce matin. Le journal a également d'autres informations parlant notamment des inscriptions sur les listes électorales. Pourquoi il n'y a pas eu assez d'inscrits jusqu'ici? C'est la question, mais les explications sont contenues dans le dossier proposé par le tabloïd. Mutation par l'élection régionale, bataille majestueuse, c'est le titre proposé par le numéro de ce matin qui s'intéresse également à l'actualité et aussi d'autres informations dans le même journal Mutation. Le Messager parle donc de port autonome de Douala, la normalisation contre vents et marées, c'est ce que le journal propose malgré toutes les difficultés. Les choses vont peut-être mieux de ce côté-là, c'est ce que je vous invite à découvrir dans le journal, en dépit notamment du léger frémissement dû donc à la pandémie Covid-19, on voit bien comment les choses évoluent. C'est ce que le journal tente de nous proposer ce jour. Le même journal parle également de l'insécurité avec la Damawa. Dans l'affaire des kidnappings, c'est un nouveau départ de ce côté avec notamment des actions, des actes des sans-foi ni loi. C'est à lire aussi dans le journal, le quotidien Le Messager de ce jour. Et puis Émergence parle de carnage dans l'extrême nord avec la triple passivité de Paul Biya. Pas un mot, encore moins un deuil national décrété donc pour des personnes tuées par Boko Haram. C'est le journal qui le dit également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire Émergence. Émergence s'intéresse également au Ndé, au département du Ndé avec le préfet et le sous-préfet de Bazou qui s'étripe justement à cet effet. C'est à la suite notamment de cette guerre épistolaire que l'on observe notamment à travers les réseaux sociaux. C'est à lire dans le même journal. Émergence disponible en kiosque, le journal L'économie qui en kiosque pas du Covid-19. Les sujets qui attendent notamment les gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est tout un dossier sur l'aspect économique que je vous invite à lire dans le journal L'économie de ce matin. Et bien entendu, l'autre journal disponible en kiosque, c'est notamment le Tribune d'Afrique. Tribune d'Afrique qui parle du transport interurbain. Qui veut la mort de Finesse Voyage? C'est la question que se pose le tabloïd décelé donc par les autorités compétentes suite notamment à la mort le 23 juillet dernier d'un gendarme. L'agence de voyage est donc aujourd'hui nouveau opérationnel depuis dimanche dernier. Et là, on parle bien entendu de plusieurs cas qui ont été relevés et aussi quelques décisions prises. À lire l'éditorial de Faustin Dicam en page 3. Le journal parle également du Sirail. Marafa Midoyaya demande pardon au peuple. C'est ce que propose également le tabloïd de ce matin. Et puis le journal Forum Libre qui en kiosque parle donc d'après 38 ans de biaïsme. Le Mbéré en quête de son premier membre du gouvernement. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal qui parle également des bruits de complot
à l'arrêté, l'agence de régulation des télécommunications, le professeur Justine Difo, dans la gueule des loups. C'est ce que le journal propose également ce matin. Autant d'informations que vous aurez à lire si vous faites un tour en kiosque avec Camille Nelly qui est déjà avec nous. Bonjour Camille. Flavien Ballondongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Et vous ne serez pas seul, ça il faut le rappeler, malgré notamment la pluie. Donc, mais avec vous, nous parlons de ce qui se déroule en ce moment depuis la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux. La presse ne cesse de revenir sur les multiples sorties également du ministre de la Santé publique, les explications et autres laborieuses défense de Malachi Manaouda parlant de la gestion du Covid-19. C'est la nouvelle expression qui titre ainsi. La nouvelle expression a titré, mais vous savez, hier soir par exemple, nous avons tous suivi sur Equinox Soir tout un panel qui a planché pendant 2 heures sur effectivement la gestion du ministre Manaouda Malaki, interpellé par le député Jean-Michel Nitieux. Bon, les uns et les autres ont pu ergoter, chacun a apporté des preuves, mais il semble effectivement que jusqu'aujourd'hui, il y en a qui estiment qu'il y a un flou artistique dans les chiffres donnés par Manaouda Malaki. Il y en a qui estiment que c'est de la fumée. Il y en a d'autres qui s'escriment à démontrer que non. Est-ce qu'on va dire qu'il est victime de la mauvaise communication? Bah oui, d'ailleurs on l'a dit hier soir, on dit qu'il est peut-être victime de la mauvaise communication. Il y a eu communication, parce que ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est présent sur le terrain de la communication. Mal conseillé ou mauvaise communication? On ne sait pas. Parce que ça peut également se chevaucher aussi. De toute façon, si on est bien conseillé, on ne peut que faire de la bonne communication. Donc vous pouvez peut-être estimer cela, qu'il est peut-être mal conseillé, ou bien la mission est trop grande. Parce que vous savez, il n'y a pas que les chiffres qu'il a donnés tous les jours, il y a le contrôle de l'implémentation des directives qu'il transmet à toutes les structures extérieures qui reçoivent de l'argent, le feedback, et puis bon, maintenant le follow-up de ce qui est fait. Évidemment, il y a des gens qui estiment, à tort ou à raison, qu'il y a eu plus d'argent dépensé à construire des infrastructures qu'à soigner les gens. Bon, mais il est en train de se défendre et on verra bien qu'il aura raison. Mais vous l'avez dit ici un jour, faut-il interpeller quelqu'un pendant qu'il est en train de travailler, au moment où vous lui avez donné 30 000 francs pour une semaine, pour qu'il y aille pendant une semaine. Au 3e jour, vous lui dites que bon, vous avez déjà fait quoi? Donc, voilà, Zangaou. Donc, vous l'avez dit, moi j'ai trouvé ça très pertinent. Il est dans son job, il est en train de faire son job. Bon, maintenant, lui demander des comptes, là maintenant, pendant qu'il est... On peut lui accorder le bénéfice du doute jusqu'ici, dans le cadre de cette gestion, parce que la maladie n'est pas encore partie. Peut-être les présomptions de la bonne foi ou de la prudence, mais toujours est-il qu'il y en a qui estiment qu'il gère mal, ou bien qu'il ne contrôle pas bien les commissions qu'il a créées pour effectivement délayer les sommes d'argent qu'il a envoyées un peu partout à gauche et à droite, que ce soit les sommes d'argent, que ce soit le riz, parce qu'il y en a aussi qui ont parlé du riz, qui a été distribué au gouverneur. Bon, maintenant, il y en a qui commencent à mettre le nez justement dans ces riz. Quel gouverneur a reçu combien de sacs de riz? Le gouverneur a donné combien au préfet, le préfet a donné combien au sous-préfet, le sous-préfet a donné combien au village, et dans chaque village, chacun a eu combien. Donc tout ça, c'est bien pénible, mais aujourd'hui, on est en pleine recherche, on est en train de courir après, effectivement, ces milliards qui ont été décaissés par... Alors, il y a cette affaire de 267 millions de francs CFA que la nouvelle expression évoque comme étant l'autre zone d'ombre dans les déclarations du ministre de la Santé publique, mais il dit avoir fait donc aux autorités, avoir envoyé cet argent aux autorités, je veux dire régionales, parlant notamment des gouverneurs et autres, qui chacun a pu percevoir une partie d'argent pour gérer la maladie dans sa région. Hier soir, l'un des panélistes d'Équilibre Soir avait demandé une enquête parlementaire. Bon, tandis que l'autre demandait une enquête. Il est encore temps de demander d'envoyer une commission sur le terrain pour savoir exactement combien chaque gouverneur a reçu, combien de sacs de riz, combien d'argent, combien de cubes magiques et comment ça a été distribué. Il est encore peut-être temps, puisque cette distribution elle-même n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc, il est encore temps peut-être pour le faire. Mais je pense que faire un procès au seul Manaouda Malaki seul, ça me paraît un peu gros. D'accord. Alors, donc avec l'enquête aussi proposée par le Premier ministre dans le cadre de la gestion de ces fonds et bien entendu la transparence de plusieurs autres fonds qui ont été alloués soit pour
satisfaire les populations vulnérables dans le cadre de la crise anglophone et bien entendu la gestion du riz aussi, dont chaque membre du gouvernement va dire un mot sur cette transparence dans le cadre de ces multiples gestions qui ont été faites jusque-là. Parlant de transparence, je pense qu'on n'en est qu'au début, parce qu'on a aussi soulevé une autre partie. Il y a quelques milliards qui ont été décaissés par le FMI et qui ont été alloués, non seulement au ministère de la Santé, mais à beaucoup d'autres ministères. Et maintenant, on n'a jamais su beaucoup, on n'a pas beaucoup entendu parler effectivement des actions de ces ministères sur le terrain. Donc ça aussi, ça va aussi voilà, encore une autre bombe qui va éclater d'ici quelques jours. Voilà. Donc on peut lire la nouvelle expression ce matin, laborieuse défense du ministre de la Santé publique, également dans le journal en page 3. Et le même ministre également fait la une du quotidien Le Jour, parlant de primes des médecins fonctionnaires. Le ministre de la Santé qui rencontre d'ailleurs ces derniers jours, peut-il reculer? Parce qu'il y a une prime qui a été ôtée du salaire des fonctionnaires de la santé. Effectivement, les médecins ont réalisé, peut-être avec surprise, que cette prime leur a été ôtée. Bon, a-t-elle été ôtée de bonne foi? Est-ce que mérite-t-il qu'on leur ôte cette prime qui déjà n'est pas très très consistante? C'est à peine 2 ou 3 000 francs. Bon, maintenant, le débat est sur la table et le ministre est face aux médecins qui se sont constitués en médecins indignés. On verra bien jusqu'où ça peut aller, mais toujours est-il que ce problème est là. Les médecins qui estiment que non seulement ils se décarcassent beaucoup plus que d'ordinaire, surtout avec cette affaire de Covid, et surtout, ils mettent davantage leur vie en danger, parce qu'on ne compte pas le nombre de médecins déjà victimes de ce virus. Voilà, donc on peut lire la suite dans le même journal, le quotidien Le Jour, prime des médecins fonctionnaires, le ministre de la Santé publique peut-il reculer? Ça reste la grosse question ce matin, mais tout en rappelant que Malachi Malaroda, qui invite d'ailleurs, c'est que le collectif des médecins indignés à une réunion ce mardi, devra sans doute discuter de ces multiples questions avec ces derniers et voir s'il y a une autre solution, ou peut-être une proposition de solution pour ce qui peut satisfaire ou alors peut être appelé comme satisfaction de ces derniers qui sont en colère depuis quelque temps quand même. Prince Harrison Gekam, je ne vous dis pas bonjour, mais je sais que vous êtes là depuis, simplement parce que je voulais évoquer un sujet avec Camille Nélé, mais on parle quand même de ce sujet concernant le ministre de la Santé publique, avec des primes, cette prime qui a été ôtée du salaire des fonctionnaires de la santé. Ben, il faut noter déjà que c'est une question de texte, l'application des textes. Vous savez, à l'époque, le ministre a tout fait de le rappeler. Vous savez, lorsque vous avez un salaire, je ne dirais pas que les médecins ont reçu des salaires indus, mais je dirais que c'était à l'époque du ministre, je pense, le ministre Joseph Ona, il y avait eu cette application de texte qui donnait cette prime aux médecins, mais elle a été supprimée parce que les textes ont été réformés. Et donc, comme le laxisme est plein dans notre gouvernement, ou alors au Cameroun, on ne l'a pas appliqué. Et donc, l'aide du ministre Manaouda est arrivée, et lors du toilettage des textes et de l'application d'un certain nombre de procédures, on s'est rendu compte que depuis un certain temps, les médecins touchaient des primes dont ils n'en avaient plus le droit. Donc, on a tout simplement appliqué les textes. Et du coup, donc, c'était une prime indûment perçue. Indûment perçue. Donc, en principe, dans une république normale, on devrait demander à ces médecins de rembourser. Mais il y a un problème qui se pose, un problème de fond, au-delà des problèmes que posent les médecins. C'est-à-dire, les médecins vous disent, nous avons besoin autant de primes. Avec le travail des sacerdoces que nous faisons, il nous faut un certain nombre de primes. Ça, c'est une autre revendication qu'il faut mettre en exergue et qu'il faut soutenir dans tous les cas. Vous savez, depuis la crise économique, les salaires ont été baissés, notamment pour les médecins. Je peux vous dire que les médecins vivent aujourd'hui, entre guillemets, ceux de la fonction publique comme des clochards, parce que le salaire qui leur est donné n'est pas à la dimension de la tâche qu'il offre. Il y a un autre problème qui est fondamental et qui est même légion au sein du corps des médecins, notamment celui du public, c'est des quotes-parts. Vous avez dans des différents hôpitaux, des quotes-parts, c'est quoi? C'est une sorte, en fonction de du rendement que vous offrez, des actes posés, on calcule et on les reverse. Mais vous avez des médecins, si vous vous rendez compte, Flavien et Camille, qu'il y a des médecins qui touchent à la fin du mois les quotes-parts de 4 000 francs. 4 000 francs. Et c'est à la ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Non, je dis bien pour ceux qui travaillent. C'est-à-dire que, quels sont ceux qui calculent ces quotes-parts? C'est une commission qui est mise en place par le directeur de l'hôpital, c'est-à-dire par exemple le directeur de l'hôpital du district, les directeurs des hôpitaux,
qui créent une commission, qu'ils calculent, mais qui sont souvent faites à la tête du client. C'est-à-dire qu'un directeur peut ne pas vous aimer, mais décide qu'on vous donne 4 000 francs à la fin du mois. Donc, c'est un problème. Pas comme quelqu'un avait dit. Vous aimez qu'il est votre femme. Voilà, et c'est un problème fondamental, c'est un problème de discrimination. Et les directeurs des hôpitaux de district et autres hôpitaux publics en abusent. C'est-à-dire que si vous êtes un médecin et que sa tête ne vous plaît pas, il décide de ce qu'on vous donne. Donc, c'est une affaire qu'il faut réguler. C'est-à-dire que le ministre, les gens se plaignent, les gens écrivent même au ministre Manaouda, mais on a l'impression que les choses ne bougent pas. Les gens crient, les médecins crient, mais je pense que le ministre il faut un texte pour les quotes-parts, pour que ce ne soit plus à la merci ou alors à la décision seule du directeur de l'hôpital. Parce que je peux vous dire c'est lui qui gère quand même le personnel. Oui, c'est lui qui gère le personnel, mais il en abuse. Je peux vous dire ici qu'il y a même des persécutions. C'est-à-dire que si un médecin, et des femmes médecins s'en plaignent, qui sont même pratiquement persécutées sur le plan sexuel. C'est-à-dire que si vous ne cédez pas aux avances d'un directeur, oui, je vous le dis, elles en parlent tout le temps sous cap, elles écrivent même au ministre, mais aucune décision n'est prise. Les délégués régionaux, tous les délégués régionaux, si vous discutez avec eux de la santé publique, allez échanger avec eux. Ils vont vous dire qu'ils reçoivent des plaintes, des persécutions, des harcèlements sexuels des directeurs des hôpitaux et qui profitent de ça pour supprimer les quotes-parts des médecins femmes. Ça, c'est une réalité. Ce que je dis là, oui. Uniquement les femmes. Des femmes. Pour des femmes. Des femmes. Je dis pour les femmes. Je dis, il y a autant de scandales dans ce secteur que je pense que le ministre devrait frapper du poing sur la table. Et je suis autant content que ce soit le directeur de l'hôpital à Quintini qui connaît exactement ce type de pratique, qui soit aujourd'hui le patron administratif de ce ministère, qui ne devrait pas l'ignorer. Parce qu'on dirait l'ancien directeur, on dirait que Manaouda, c'est un fonctionnaire qui n'est pas relevant pas du corps de la santé, mais voilà un médecin qui a fait le tour, c'est-à-dire qui a été directeur des différents hôpitaux de district, qui a été directeur d'un hôpital de référence, qui est secrétaire général aujourd'hui. En principe, il est au courant de tous ces types de D'accord, on espère bien qu'il va apporter le changement espéré par le personnel de santé, donc les médecins notamment. On va lire la prime, donc dans le quotidien Le Jour ce matin, le ministre de la Santé peut-il reculer, parlant notamment de cette prime des médecins fonctionnaires, et avec cette rencontre qui est prévue aujourd'hui, avec le collectif même de ces médecins indignés, une grande réunion qui permettra justement d'évoquer toutes ces difficultés qui entachent le fonctionnement de ces hommes et femmes de la santé. Et là, le quotidien Cameroun Tribune de ce matin s'intéresse à nouveau à l'attaque terroriste à Moscota. J'y suis arrivé finalement, avec notamment la compassion même du chef de l'État. On a bien vu que le gouverneur de l'extrême nord est allé présenter l'alliance du couple présidentiel à ces populations. Ah oui, on a vu le gouverneur Midjia Bakari aller mettre un peu de baume au cœur de ces populations qui sont terrorisées par les sectes de Boko Haram, mais il est évident que la dernière attaque, la plus récente attaque qui s'est déroulée, je crois, vendredi ou samedi soir, où il y a eu 15 morts, on a vu tout un village attaqué en pleine nuit, et avec des gens qui étaient en train de courir, qui sont poursuivis par les terroristes, par les bandes armées, il y en a qui ont été égorgés, même des enfants égorgés. C'est quelque chose de terrible. Bon, le ministre Midjia Bakari, qui lui-même est sur le terrain depuis 6 ans. D'ailleurs, j'ai vu un journal encore hier qui l'avait mis en grande une, 6 ans de travail sans sommeil. Exactement. Mais voilà quelqu'un qui reprend encore son bâton de pèlerin pour aller voir de près cette réalité qui est sinistre dans cette région du pays. Et vous savez qu'il n'y a pas que Boko Haram. Boko Haram, c'est vraiment la plus grande tragédie. Mais en pareil moment, il y a ce gouverneur s'est attaqué au problème du choléra, au problème des inondations, au problème des actes de naissance, au problème de sécurité. C'est-à-dire que, et là en plus, vous pensez bien que l'extrême nord n'est pas du tout une région facile du tout. Pas facile du tout, mais
On a même vu dans un journal, là tout à l'heure, qui parle de l'étrange passivité de Paul Biya face à la violence de l'extrême nord. La violence de l'extrême nord, elle est extrêmement dure, elle est extrêmement pénible. Et vous imaginez, il y a des villages entiers qui ont été désertés, il y a des villages entiers qui ont été brûlés, il y a des gens qui sont allés s'installer ailleurs, à la va-vite. Et vous pouvez bien imaginer dans la misère. Et maintenant, il y a ces bandes armées qui sont là, soit pour venir piller les villages, emporter des bœufs, des chèvres, les emporter. Et il y en a d'autres qui vivent dans une terreur permanente. Et les plus grandes victimes, ce sont justement ces malheureux comités de vigilance qui n'ont pas d'armes, mais qui essayent de faire courageusement face à ces crapules-là. Donc l'extrême nord, vous voyez, on ne peut pas dire que le président de la République soit passif, puisque là, de ce côté-là, il y a le BIR, il y a l'armée, il y a aussi même les forces internationales, mais le territoire est tellement vaste. Vous imaginez, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas déployer tous les militaires en même temps. Et comme ces gens opèrent la nuit, ils arrivent à venir dans le noir, ils frappent, ils s'en vont. C'est difficile. Et moi, je pense que c'est les forces de maintien de l'ordre et de sécurité de ce côté-là ont vraiment maille à partir. D'accord. Lorsqu'on lit la une du journal Cameroun Tribune et on lit également la une du journal Émergence, on comprend bien que c'est des titres qui ne vont pas dans le même sens. Cameroun Tribune qui parle notamment de la compassion du chef de l'État. Émergence ce matin vient avec un autre titre parlant justement de la triste passivité de Paul Biya suite à ces multiples personnes qui ont été victimes des atrocités des sans-fonds nilois dans cette partie du pays. Ben, il faut comprendre le titre de Cameroun Tribune, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il y a un drame, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et le chef de l'État sort pour dire, écoutez, je suis avec vous, je ne vous ai pas oublié, vous savez que lorsque vous avez deuil, la moindre des choses, c'est de vous souhaiter les condoléances. Et le président de la République est le père de toute la nation, donc par conséquent, il adresse les condoléances à nos frères et sœurs de ce côté-là, tout en leur disant, nous ne vous avons pas abandonné. D'ailleurs, les moyens de l'État sont déployés pour vous protéger. C'est que là, on est un tout petit peu, on va le dire comme ça, ce n'est pas pour dire que l'armée ne fait rien, mais un tout petit peu dépassé. Mais maintenant, sur la passivité, il faut comprendre aussi le titre d'émergence. Peut-être c'est une sorte d'interpellation à plus d'ardeur au travail, disons-le comme ça. Plus d'attention. À plus d'attention, ça c'est même le mot, pour que les éléments... Et Camille a posé le problème fondamental, c'est-à-dire que qui bat un tout petit peu en brèche le titre d'émergence. Parce que lorsque vous y allez, parce qu'il ne faut pas écrire sans y être allé. Lorsque vous êtes allé, vous avez fait un peu le tour des frontières, ce n'est pas évident du tout. Lorsque vous avez étudié la façon laquelle ces gens de Boko Haram attaquent, le mode opératoire, vous comprenez que ce n'est pas évident du tout. L'extrême nord, pour ceux qui ont fait un tour, et même sur les frontières, que ce soit Kolofata et autres, vous vous rendez compte qu'elle est tellement vaste. Elle est tellement, je dis bien, elle est tellement très vaste. Et les populations ne vivent pas partout, les populations vivent un tout petit peu en groupe. C'est-à-dire que lorsqu'on veut attaquer, quelque part, il suffit qu'on vienne dans la nuit, on frappe, et puis ils sont repartis de l'autre côté de la frontière du Nigeria. Donc du coup, nos forces de maintien de l'ordre, avec même toute la volonté, je dis bien toute la volonté possible, ce sont malheureusement, ce sont des choses qu'on n'arrive pas rapidement à rattraper. Et ce qui a toujours fonctionné à l'époque, c'était le renseignement prévisionnel. C'est-à-dire que des gens donnaient des renseignements sur les différentes attaques qui pouvaient se faire, mais ça a été vite aussi rapidement battu en brèche, parce que ceux-là, ils étaient aussi autant très intelligents, ciblaient ceux qui donnaient les renseignements et venaient frapper dans les familles. Et du coup, de nombreux compatriotes de ce côté-là ont pris peur de parler. Donc, c'est une situation qui est regrettable, mais nous devrons tous, je dis tous, accompagner l'armée à faire face à ce type de problème, parce que je peux vous dire que, Camille l'a dit, il y a des villages qui ont disparu. Parce qu'un village, c'est des populations. Si vous n'avez pas de population, le village n'existe plus, qui ont totalement disparu. Il y a des villages qui ont totalement été dévastés. Et je reviens aussi encore avec le plaidoyer que j'ai toujours mené en disant, on a parlé de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Je peux vous dire qu'il faut reconstruire l'extrême nord. Il faut reconstruire l'extrême nord parce que avant le nord-ouest, avant la crise du Nosso, avant la guerre du Nosso, il y a toujours eu la guerre dans le nord. Il faut penser, le président de la République et tous ceux qui l'entourent doivent penser à reconstruire, à se concentrer véritablement sur la région
de l'extrême nord, en particulier. En tout cas, il y a l'insécurité partout. Il y a l'insécurité. Non, il y a l'insécurité, l'insécurité, mais il y a autant d'insécurité de ce côté-là. Les populations ne vivent pratiquement plus dans leur maison. Donc, c'est un point d'honneur qu'il faut mettre pour la lutte contre... Je sais que vous allez encore intervenir sur cette question, parlant notamment de l'insécurité dans cette partie du pays. Il y a également, dans la Damawa, on parle de phénomène d'enlèvement qui reprend corps. Exact. Ben oui, le phénomène d'enlèvement, c'est pour ça que dans la partie septentrionale, il n'y a que des problèmes. Vous savez, pendant un moment, il y a eu le phénomène de ces CDK et comment on l'appelait encore, Balaka, qui traversaient la frontière pour venir s'approvisionner au Cameroun, qui est un pays stable, un pays tranquille, un pays où il y a des bœufs et tout ça, qui traversent la frontière, qui attaquent des villages et qui s'en vont. Et moi, je me souviens, une fois, j'allais justement du côté de Maroua, j'ai trouvé un de mes amis qui avait toute une ferme, tout un ranch. Il me dit que les terroristes sont venus une nuit, on a apporté 250 bœufs qu'il avait, il est devenu complètement pauvre, il est fini. Donc, ce phénomène est vraiment récurrent du côté de la Damawa. Et vous voyez donc se concentrer uniquement sur le sud et le nord-ouest. Non, le problème aussi de ce côté-là est tout aussi fort. Et quand le prince Aristide dit tout à l'heure qu'il faut que chacun de nous essaye d'apporter sa contribution, moi je me souviens de la contribution du colonel Bobo Ousmanou il y a quelque temps. Il a écrit dans l'œil du Sahel en disant que le phénomène surtout de l'insécurité, aussi bien dans la Damawa qu'à l'extrême nord, doit être résolu. Et il a apporté des propositions qui sont vraiment pertinentes parce qu'il s'est souvenu. Et les gens n'ont pas oublié, par exemple, l'époque où le phénomène des coupeurs de route était récurrent dans l'extrême nord. Il a fallu que le président de la République sorte le colonel Pomme Guillaume de la retraite, lui donne une structure spéciale qu'on appelait le BLI, qui par la suite est devenu le BIR, bien entendu. Il est descendu sur le terrain et je vous assure qu'en l'espace de quelques mois, le phénomène a été éradiqué. Aujourd'hui, le colonel Bobo Ousmane a fait des propositions au ministre de la Défense, au secrétaire d'État de la gendarmerie. On ne sait pas s'il a été entendu, mais moi je pense qu'un officier supérieur de gendarmerie comme lui, qui a une telle expérience dans le domaine du grand banditisme, moi je pense qu'il aurait fallu l'écouter et on ne peut pas négliger les contributions d'un spécialiste comme celui-là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord, on le voit, ce n'est pas facile du tout. L'armée doit tout simplement changer de stratégie. L'armée doit comprendre que là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est prendre le taureau par les cornes et maintenant user de nouvelles techniques. On s'est dit à un moment que l'affaire n'allait plus revenir. C'est-à-dire qu'ils ont un tout petit peu tempéré, mais c'est revenu pratiquement en force. Vous avez dans les villages comme Makari qui sont un peu à l'intérieur, qui sont attaqués. Vous avez des villages comme ça qui sont attaqués dans la nuit. Et les gens partent pratiquement au moins à 40-50 km de la frontière pour retomber du côté du Nigeria ou du Tchad. Donc c'est un réel problème et les populations prennent peur. La plupart, notamment dans le Lorrain et Chari, sont obligés de vivre, notamment à Kousséri, parce qu'ils ont peur. Vous avez des chefs traditionnels qui ne peuvent plus vivre dans leur palais. Vous avez des notables qui ont déserté leur maison avec leur famille. Donc c'est un problème réel et je peux vous dire que de ce côté-là, les préfets ne dorment pas. Les préfets et les gouverneurs en tête ne dorment plus parce que il faut être non seulement au fait du renseignement pour apporter une réponse adéquate pour éradiquer ce phénomène. C'est pour ça qu'on a présenté le gouverneur Midia Bakari comme quelqu'un qui est gouverneur depuis 6 ans sans sommeil. Oui, mais depuis qu'il est parti de l'Ouest, il faut le dire, c'était un bon casting. Il faut le dire aujourd'hui, c'était un très bon casting parce que c'est un gouverneur qui parle pratiquement toutes les langues de la région, le Haoussa, le Fulbe et tout. Donc il essaie de discuter avec et même l'arabe. Et même l'arabe. D'accord. Alors, donc vous aurez l'occasion de lire la presse ce matin, qui revient aussi sur ces exactions observées dans le septentrion, notamment à l'extrême nord, le nord aussi, et même la Damawa. On parlait de la Damawa tout à l'heure avec le phénomène des enlèvements. Et là, à côté, il y a le Mbéré qui guette notamment son premier membre du gouvernement. C'est Forum Libre qui nous dit. Oui, ben écoutez, c'est un secret, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Depuis le temps du renouveau, le Mbéré n'a jamais eu de ministre. Pour ne pas dire que depuis le temps d'Aïdjo, ils n'ont jamais eu ce département. Ce département n'a jamais eu de ministre. Et c'est un réel problème dans le partage et même dans la justice
sociale. Je ne parle pas même du partage, je dis dans la justice sociale. Vous avez un département depuis... Non, je dis depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire que pour ne pas dire qu'ils n'ont jamais eu de ministre. Et du coup, il y a un certain nombre de personnalités qui sont en vue de ce côté-là, notamment l'actuel directeur général de la SODEPA, qui est un haut fonctionnaire, qui est parti à la retraite comme secrétaire général du ministère des Forêts, aujourd'hui qui est DG de la SODEPA, qui estime que l'heure est arrivée, parce qu'il a la personnalité en vue, et qui, entre guillemets, aussi... Qui doit rentrer dans le gouvernement. Qui doit aussi rentrer dans le gouvernement. Vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale, qui, de son poste quand même de vice-président de l'Assemblée, estime aussi qu'il doit être la personnalité première de ce département en entrant au gouvernement. Vous avez son suppléant qui est Adoubé, qui est notamment Yadi Bello, qui aussi estime que son heure est arrivée et qui je peux vous le dire d'après les sources, est adoubé par le vice-président de l'Assemblée nationale de ce côté-là, Théophile Bayolo. Tout le monde, même Camille, il veut entrer dans le gouvernement. Non, surtout pas. Moi, le gouvernement ne m'intéresse pas. C'est pas. Je ne voulais pas aller chercher des mots de tête. Mais ce que je veux dire, c'est que cet article de Forum Libre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui avait une certaine pertinence, m'a posé la même question que vous. Si chaque département cherchait son 58 ministre. Mais ce qu'on peut dire, il est vrai que le Mbéré n'a pas encore eu de ministre, mais le Mbéré est gâté. Quand même vice-président de l'Assemblée nationale depuis 15 ans. Parce que Baoro Michel est vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas un poste opérationnel. Non. Mais on vous dira que ce n'est pas un poste opérationnel. D'accord, alors, on dit au moins c'est un poste honoraire. C'est comme je voulais sortir en disant... Pardon, nous sortons de l'émission. Il y a juste un mot à dire sur le sport de combat, redorer l'image du karaté camerounais. Voyez-vous, il y a cette guéguerre que l'on observe depuis quelques temps, alors qu'il y a ceux qui veulent amener le karaté au niveau quand même. Nous avons vécu depuis un certain temps un scandale sexuel, c'est-à-dire où des athlètes accusent le président de la FECADA qui se défend. Mais je pense qu'on doit aller à l'utile, notamment gagner les compétitions, penser à structurer le karaté, parce que c'est le karaté en tant que pratiquant. En tant que pratiquant, j'estime que nous avons mieux à faire pour redorer le blason de ce sport et gagner des médailles comme vous êtes mieux placé pour nous. Cette question m'interpelle. C'est un 5e dan de karaté et je connais très bien. Bon, je veux dire que le karaté camerounais aujourd'hui, il faut dire la vérité, n'a jamais été aussi haut que sous M. Wakam, sous Maître Wakam Bilali. Il faut dire que le karaté camerounais, avant M. Wakam n'arrive, c'était certes une activité qui était bien, même sur le plan international, mais le karaté n'a jamais été aussi loin. Malheureusement. Mais ce qu'on est en train de voir... Il y a une pépinière, il faut former les jeunes. Les jeunes sont formés. Il y a même des académistes. Les jeunes sont formés. Il y a des stages. Essayez d'aller du côté de la gare de Bessenga, vous allez trouver qu'il y a des stages régulièrement. Mais nous sommes arrivés à la fin de cette édition. La raison de ce scandale, c'est les élections qui arrivent. D'accord, merci à vous, chers messieurs, la presse, la nouvelle expression qui évoque le sujet, sport de combat ce matin, en page 2, vous aurez l'occasion de lire ce qu'il en est. Allez, bonne journée à vous. Demain, 9h20 pour la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.